Bonjour à tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans cette première vidéo critique sur des comics. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller voir la vidéo où j'explique un peu comment vont fonctionner ces critiques parce qu'il y a plein de choses à savoir. On va pas y revenir. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux bandes dessinées. Batman, le Chevalier Noir, le plus grand détective du monde, la Chauve-souris, le Poilu Volant. Non, le Poilu Volant, c'est pas un nom officiel, je vous avoue, c'est à ma sauce. Batman Terre 1, tome 1, et le mythe de Batman a été raconté et re-raconté plein de fois. Il faut le prendre pour acquis, il faut accepter que les super-héros n'aient pas d'histoire officielle, j'ai envie de dire, en fonction des époques, en fonction des modes et des visions personnelles des artistes. Les histoires sont réécrites. Avec cette série Batman Terre 1, qui est vouée à comprendre 3 volumes, je crois, pour l'instant on n'a que les 2 premiers de disponibles, on est là-dedans, on est dans une réécriture des origines de Batman. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ces livres pour commencer ma playlist critique, parce que comme ça, si jamais vous connaissez rien en comics, que vous étiez comme moi il y a 6 mois, c'est-à-dire vous partiez de zéro, on est sur un bon choix pour commencer. Au moins c'est le début de l'histoire, il n'y a pas déjà toute une mythologie à appréhender. Vous commencez le livre, vous comprenez ce qui se passe. C'est pas toujours le cas, je vous le garantis. On est donc sur des livres qui sont réalisés par les mêmes personnes. Au scénario, on a Geoff Johns, au dessin Gary Frank. Je vous passe les gars qui s'occupent de l'ancrage des couleurs, etc. parce que on s'en fout un petit peu. Le premier tome est sorti en 2012, le deuxième en 2016. On va commencer par parler du premier. Même si les deux sont très similaires sur énormément de points, on commence par le début parce qu'on est des gars logiques. L'idée de Batman Terre 1, c'est donc de créer un nouveau monde, un nouvel univers Batman. Alors, dans le monde des comics, il y a le concept de multivers, c'est-à-dire qu'on a différents univers parallèles et tout. Moi, j'aime pas cette idée. J'aime pas l'idée de dire que c'est des univers parallèles. Non, c'est différentes versions. Quand vous lisez un bouquin sur la légende du roi Arthur, puis un autre, dans lesquels les histoires sont différentes, vous dites pas c'est l'univers parallèle du roi Arthur. Non, c'est deux histoires, c'est deux visions. Moi, je le prends comme ça. On va donc se demander si le fait de faire table rase de ce qu'on connaissait de l'univers du Batman était une bonne idée. Ou plutôt, est-ce que c'est vraiment un univers si alternatif que ça ? Oui et non. En fait, même si on reprend tout de zéro, au final, on n'est pas non plus en terre inconnue, quoi. Le mythe de Batman reste le même, on n'est pas sur une grosse histoire alternative. Ça existe, il y a des histoires où c'est Bruce Wayne qui se fait tuer, etc. Non, là, c'est l'histoire de Batman telle qu'on la connaît. Le petit Bruce Wayne assiste au meurtre de ses parents, dans la ruelle, à la sortie du cinéma. Tout va bien, il y a le collier de perles qui tombe, pas de souci là-dessus. On ne touche pas au mythe original, c'est plus une variation de ce mythe, mais au final, c'est quand même, je trouve, une variation à la fois assez faible, mais surtout, en fait, les nouveaux éléments, ce sont pas des trucs qui nous sont complètement inconnus non plus. On va parler vite fait, alors j'ai essayé de pas trop spoiler dans ces vidéos, hein. Je vais pas vous raconter vraiment l'histoire, mais bon, je suis bien obligé de vous dire un peu ce qui se passe. Donc on va parler des choses qui changent par rapport au mythe de Batman tel qu'on le connaissait. Les parents de Bruce Wayne déjà. Alors pour Thomas Wayne, le père de Batman, bon, voilà, on est bon les gars, c'est un milliardaire, y a pas de souci. Par contre pour sa mère, c'est différent. Martha Wayne, maintenant c'est devenu Martha Arkham Wayne. Peut-être que ça existait déjà. Moi, j'avais jamais vu ça. Et donc, la famille Wayne et la famille Arkham, qui sont des noms bien connus dans les deux cas, bien sûr, hein, sont présentés comme les deux familles un petit peu fondatrices de cette ville. Et notamment, du côté de la famille Arkham, il y a toutes sortes de choses sur cette famille assez intéressantes. Rien que le nom, bien sûr, renvoie à l'asile d'Arkham. Ça vous laisse imaginer un petit peu dans quel délire on peut aller.
On a le personnage de Bullock. Vous savez, Bullock, dans la fameuse série animée que tout le monde connaît, c'était lui. Bien maintenant, c'est lui. Plus grand chose à voir, on a un Bullock qui est très VIP, qui vient d'Hollywood, qui est extrêmement idéaliste dans son travail de policier. Contrairement à Gordon, qui au début du récit, ce n'est pas un spoil, hein, c'est vraiment les premières pages, est, si ce n'est corrompu, en tout cas désabusé. Ça change, d'habitude Gordon, c'est le plus souvent un exemple de droiture, il est toujours incorruptible, il se bat contre la corruption. Là, ça commence pas comme ça. Alfred, le majordome que tout le monde connaît, laissez tomber le côté vieux majordome anglais qui fait du thé à Batman, même si il fait du thé, je crois. Là, on a un Alfred qui est plus proche de ce qu'on connaît dans la série Gotham. C'est pour ça que je vous dis que les éléments qui ont été... Les nouveaux éléments, les variations sur l'histoire dans ce Batman Terre 1, c'est pas un truc de fou, parce que le Alfred qu'on a dans ce livre, c'est plus ou moins le Alfred qu'on a dans la série Gotham. C'est-à-dire un Alfred qui est un vétéran de la guerre, qui est un soldat absolu, quoi, vraiment... comme dans la série Gotham, il est très fort en combat, c'est lui qui va entraîner, même si cette partie est juste énoncée dans le livre, on la voit pas, mais on sait que c'est lui qui entraîne Bruce Wayne, c'est pas le vieux majordome qu'on connaît. Et enfin, on a un nouveau méchant, que je vais pas développer, je vais juste vous mettre une image de lui, voilà. Je vais même pas vous dire son nom. Je vais même pas vous dire que il fait penser à un méchant qu'on connaît, qui est pas un méchant très connu de Batman, mais quand même, il y a une continuité avec ce méchant. J'en dis pas plus, faut quand même laisser... faut quand même que je vous laisse des choses à découvrir. C'est un méchant qui est sympathique, qui est là pour faire le méchant, on va être clair. Hein. C'est pas non plus ouf, mais il est bien. Notons enfin la présence du pingouin, qui, même si son rôle, que je ne vais pas non plus détailler, est surprenant du fait que il est dans ce rôle dès le début du récit, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, encore une fois, on a déjà vu le pingouin dans ce rôle-là. En gros, c'est un récit alternatif, je suis pas complètement d'accord, je trouve que c'est un récit modernisé. C'est pas alternatif, c'est pas un nouveau monde Batman, c'est pas un nouveau Batman qui aurait une nouvelle personnalité, etc. Il y a des petites choses qui font titiller, mais on n'est pas là-dedans. Pas du tout. C'est un récit qui est modernisé, tout simplement. Quelque chose d'intéressant dans le tome 1, donc là je parle un petit peu que du tome 1, mais vous inquiétez pas, vous allez vous y retrouver, on fera le tome 2 après, ça sera plus court vu que c'est les mêmes gars qui ont fait les deux, ça ressemble beaucoup. On a un Batman qui est très jeune, hein, bien sûr, c'est les origines du Batman, on assiste à la scène du meurtre des parents, etc., mais on n'a pas toute la partie entraînement de Batman. On arrive sur un Batman, dès la première page hein, d'ailleurs, qui est très jeune, on le voit à son visage, et qui est déjà dans le costume, et qui est faible. Les premières pages, on voit Batman qui poursuit un homme, je vous dis pas qui c'est, hein, et qui se rate tout simplement. Non seulement le gars rate un saut qui pour Batman est simple, sautant entre deux buildings, normalement ça passe. Là il se foire, et en plus de ça, il a carrément ses gadgets foireux. C'est le grappin, le bat de grappin. Hein. Normalement, je vous mets une image à ce moment-là, je pense, qui ne se déclenche pas, tout simplement. Donc c'est sympa de voir ça, même si la faiblesse de Batman, elle est vraiment, j'ai envie de vous dire, physique ou technologique. Il a déjà un esprit tout à fait aiguisé et il sait où il va, il n'y a pas de problème. Il ne doute pas vraiment, il est juste encore plutôt faible. On va parler un petit peu du côté technique de la bande dessinée, les dessins, l'histoire, la narration, la mise en scène. Les dessins sont superbes, hein, ça tout le monde est d'accord pour trouver ces dessins absolument magnifiques. Ils sont réalistes, mais ils ne sont pas trop propres. Moi je trouve que parfois dans les comics, les dessins sont trop propres. Prenons par exemple les dessins de Jim Lee, qui est un maître absolu, qui dessine de façon incroyable, bien sûr. Je trouve que souvent, il y a un côté trop propre. C'est vraiment une image qui est numérique. Dans ce Batman Terre 1, j'ai envie de vous dire, ça sent le crayon.
voyez ce que je veux dire? On voit que c'est du dessin, c'est pas quelque chose qui a été surproduit derrière par ordinateur. Et j'aime bien parce que ça correspond vraiment avec l'histoire qui nous est racontée, qui est une histoire encore une fois moderne, réaliste dans le sens où elle n'est pas surnaturelle. Parfois Batman est traité comme un personnage un peu surnaturel. Là c'est pas le cas, c'est cohérent, c'est Batman dans notre univers quoi, tout simplement. Donc ce dessin qui est très brut, tout en étant magnifique, et très adapté, c'est parfait. L'histoire est simple, ça paraît peut-être con, mais pour moi, pour l'instant, là où j'en suis dans mon apprentissage des comics, je trouve ça pas plus mal d'avoir une histoire qui est simple, qui est globalement chronologique. Il y a des flashbacks bien sûr, mais c'est pas un merdier sans nom comme dans certaines BD où je vous garantis que faut s'accrocher, vous faites des allers-retours entre les pages, etc. Non, là vous le lisez d'une traite, ça roule, tout va bien. Ça fait plaisir, surtout pour les gens comme moi qui débutent encore dans ce domaine de la bande dessinée, il me faut des trucs simples. Dans le même ordre d'idée, il n'y a pas 20 persos. Il y a beaucoup d'histoires de Batman où vous avez toutes les 20 pages un nouveau méchant qui arrive ou un nouveau héros et on est perdu si on connaît pas très bien. Là c'est pas le cas. Là il y a Batman, Alfred, quelques personnages et tout roule les gars. On comprend tout. Donc c'est vraiment bien encore une fois pour commencer à lire du Batman. Franchement c'est top. Petite parenthèse au niveau des dessins, il y a quelques pages avec des effets de lumière qui sont vraiment saisissants, c'est incroyable. Et aussi, j'ai noté que les visages sont souvent très expressifs et peut-être même trop. Ce que je veux dire, c'est que quand Bruce Wayne assiste au meurtre de ses parents, et donc c'est la pierre fondatrice du Batman, c'est vraiment le moment où sa vie bascule, où il sombre dans une forme de folie. Moi j'ai toujours vu Batman comme un personnage fou. Donc dans ce cas-là, qu'il fasse une tête d'halluciné complet, c'est logique, c'est normal. Mais quelquefois les gars, attention, dans le récit, on a d'autres personnages qui font la tête du Joker, quoi. Alors que voilà, en gros, il y a plus de café dans la cafetière. Et les gars, ils font des têtes pas possibles. Je trouve que parfois c'est un peu trop. Il y a aussi certains personnages, pas les personnages principaux, hein, mais sur certaines cases, on a quelques personnages plus ou moins en arrière-plan ou même au premier plan, mais de dos, qui sont vraiment limite, quoi. Mais c'est pas grave, attention, on reste sur du top dessin. La mise en scène en elle-même, donc là moi j'essaie de différencier vraiment le dessin de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on peut dessiner de façon superbe en ayant une mise en scène pourrie. La mise en scène est très bonne, hein, vous n'avez pas de... Il n'y a pas deux cases qui suivent où c'est juste la bulle qui change, non, c'est vraiment travaillé, chaque image a un sens. Les combats, les mouvements, on comprend ce qui se passe, c'est pas toujours le cas je trouve. Là c'est très clair, les chorégraphies des combats sont lisibles, c'est bien. Mais il y a un procédé de narration qui revient quasiment systématiquement. J'appelle ça le cliffhanger à la fin d'une page. Alors je sais pas si c'est le vrai nom, hein, mais bon. C'est-à-dire que sur la dernière case d'une double page, hein, sur la dernière case en bas à droite du livre, il y a un cliffhanger, c'est-à-dire que vous vous attendez à avoir une révélation, vous tournez la page, et vous avez un dessin toujours magnifique sur la page entière, donc qui vous saute aux yeux du coup. Ça marche, ça fonctionne, mais c'est un peu systématique, et je trouve qu'il y en a un ou deux, c'est un peu forcé. C'est un petit peu forcé. Par contre, un bon point, c'est que les scènes, je trouve, durent. Il y a certaines BD où en gros c'est 2 pages égale une scène. Dès que vous tournez une page, vous savez que vous passez une autre scène. Ça devient vite assez chiant, je trouve. Là, c'est pas le cas, vraiment. Il y a des scènes qui durent, il y a du dialogue, c'est bien écrit. Pareil, c'est pas toujours le cas, les gars. Là, c'est bien écrit, c'est un langage oral qui se lit vraiment très bien. Il y a même un peu de vulgarité. Alors moi, je trouve que c'est pas mal, ça. Donc, bien sûr... Parfois, dans les vieilles BD, il n'y a pas du tout d'insultes, tout est très propre. Ou alors c'est des insultes, vous savez, à la Peter Parker des années 70, quoi. C'est espèce de malotru, tu goûteras de mon poing. Non,
Là, c'est pas ça. Là, ils disent des gros mots, c'est trash. Ça se lit vraiment très bien. Il y a quelques moments pas très clairs où il y a des textes qui sont en voix off, j'ai envie de dire, je sais pas comment on peut appeler ça, des voix extra-diégétiques, si vous voulez vous la péter un petit peu. Où, voilà, il faut se concentrer pour savoir un petit peu qui parle, mais bon, encore une fois, j'ai pas l'habitude des BD, mais c'est minime. J'en ai lu où vraiment, il faut s'accrocher. Non, là, ça se lit tout seul. J'ai lu les 2 tomes d'une traite, hein. C'est vraiment... ça glisse comme une boîte à musique à la poste. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour quand même de ces livres. On va parler du tome 2 plus précisément. Là, tout ce que je vous ai raconté sur l'histoire, c'était ce qui était dans le tome 1. Dans le tome 2, eh bien, on continue le processus de modernisation des personnages avec, je trouve, une petite faute de goût. Pour un personnage que je vais citer, encore une fois, je ne vous parle pas de tout ce qu'il y a dans le livre, je fais exprès. Vous pouvez le lire, vous allez être surpris. Le personnage de Nigma, Edward Nigma, l'homme mystère, le Sphinx, lui aussi il a plein de noms, qui est un peu bling bling. Il a une chemise ouverte sur son torse. Son design est bizarre. C'est pas choquant, mais c'est bizarre. Par contre, moi ce qui me dérange, c'est sa personnalité. Bien sûr, il pose des énigmes, évidemment. Mais je vais pas vous dire ce qui se passe, mais il y a quand même quelque chose qui, je trouve, va à l'encontre même du personnage. Pour autant, dans une optique de réécriture, ça passe. Attention, on n'est pas sur le Sphinx qui a des gros muscles et qui fait la bagarre. Non, c'est pas ça. Tout marche par énigme, mais quand même, vous allez voir que c'est surprenant. On va aussi avoir un personnage que je ne connaissais pas. Jessica Dent, la sœur jumelle de Harvey Dent. Bon, Harvey Dent, tout le monde le connaît. Et là aussi, grosse surprise pour ces 2 personnages. Harvey Dent, bon, je vais le dire, vous le savez, hein, Harvey Dent qui devient double face. Pas dans... Enfin, pas, je vous le dis pas, mais c'est pas forcément dans ce livre, hein, mais Harvey Dent, on le connaît tous comme étant double face. Et là, on découvre sa sœur jumelle, Jessica Dent. Et autour de ces 2 personnages qui sont vraiment bien traités, hein, là par contre, il n'y a rien à dire. Il y a encore une fois un gros pan scénaristique, un gros cliffhanger, c'est-à-dire une grosse révélation. Peut-être que je l'ai mal comprise, je ne crois pas, mais je vous garantis que là-dessus, il y a de quoi se mettre sous la dent. C'est bien fait, c'est nouveau, c'est moderne, mais c'est bien fait. On a d'autres personnages qui apparaissent dans ce tome 2, mais j'en parle pas. La narration, c'est pareil que dans le tome 1, les dessins c'est pareil. D'ailleurs, on a même une reprise totale de la première scène. La scène dont je vous ai parlé, où Batman tombe du toit. La scène où Batman est trop faible pour attraper un simple malfrat. Bon, c'est pas un simple malfrat, mais c'est pas... voilà, c'est pas Bane, hein, les gars. C'est un mec normal, quoi. Et ben on a la scène qui est reprise au début du tome 2, mais bien sûr, on voit l'évolution du personnage qui, à partir du tome 2, commence vraiment à maîtriser un petit peu ses capacités. Des petits points à rajouter, peut-être. On a l'idée de faire évoluer le costume du Batman. C'est assez discret. Alors si vous êtes comme moi et que vous aimez bien analyser vraiment chaque image et aller voir comment s'accroche le protège-tibia de Batman, etc., vous allez le voir, le costume change, évolue. C'est traité graphiquement, on voit l'évolution en images. C'est aussi traité dans des dialogues. Batman parle avec un autre personnage, bon, pas de mystère pour ceux qui connaissent, vous savez qui c'est. Il parle de la conception de son costume, de la Batmobile, qui est présente dans ses livres sans vraiment l'être. J'en dis pas plus, hein. Bref. Pour conclure, j'ai choisi de commencer mes chroniques de bande dessinée par ces volumes-là. La collection Terre 1, Batman Terre 1, tome 1 et 2, c'est compliqué, hein. J'ai aussi le Superman Terre 1, donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement sur le Superman Terre 1, et si j'ai bien compris, DC Comics prévoit de créer un univers Terre 1 pour chacun de ses personnages principaux, Wonder Woman, Flash, je sais pas, peut-être Green Lantern, etc. Donc c'est une collection que vous allez revoir sur ma chaîne. Encore une fois, le tome 3 est prévu
mais quand? 2018 peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'était mon baptême du feu pour ce qui est des critiques des bandes dessinées. On dirait pas, mais ça m'a pris du temps, parce que j'ai lu beaucoup de bandes dessinées avant de me lancer, puisque, encore une fois, je découvre cette discipline. Mais je pense faire une autre vidéo, peut-être même que je l'ai déjà faite, où je vais parler justement de mon initiation au BD de façon plus large. Parce que je pense que je suis pas le seul. À mon avis, je suis pas le seul à avoir tapé commencer les comics ou s'initier aux comics sur YouTube. Il y a déjà des vidéos, notamment... je veux pas dire de conneries, mais je crois que cette chaîne, qui doit être très connue, s'appelle Comics Place. C'est sûrement la référence, hein, bien sûr, mais bon. Voilà. C'est pas pour ça que je peux pas faire les miennes. Je vous dis, amusez-vous bien. Lisez des bandes dessinées. C'est très bien. Et à très vite pour une nouvelle critique.